manipulé ou ailleurs. Vous êtes à l'écoute de Radio Rennes, c'est l'heure de votre rendez-vous pluriel. Une émission enregistrée aujourd'hui en public, préparée et animée par Ronan Manuel et Loïc Turmel. Pluriel, hors les murs, ici en public à l'hôtel Victoria, avenue Janvier à Rennes, pour la deuxième fois cette semaine d'ailleurs, avec 50 minutes de bonheur à boire, à vivre, à lire, à rire et même parfois à croiser mon camarade Loïc Turmel. Bonjour oui. Loïc, ça bonjour, va bien? Ronan, ça va très bien depuis hier. Ça va très bien, on a passé une nuit endiablée tous les deux ici au moi qui viens de dire qu'on avait bien dormi. Enfin, bon. Oui, c'est un peu pareil, à nos âges, ça revient au même. Bon, enfin, nous allons parler de livres, bien sûr, et on va parler également de bien-être, d'ailleurs, avec un nouveau rendez-vous à retrouver sur Radio Rennes. On en parlera tout à l'heure. Et on finira comme hier avec notre camarade Phil, qui est là avec une très belle guitare et néanmoins électrique. Et puis on parle de lire avec parfois des livres qui ne sont pas toujours neuf, mais toujours tellement efficace. On parlait de Giono tout à l'heure. Il y a sûrement du Giono chez notre ami Philippe Bremont. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Oui, il y en a. On parlera de l'art d'être bouquiniste, parce que les bouquinistes à Rennes, c'est quand même une institution. Et puis un auteur également que Loïc va nous présenter, parce que j'aime bien être tout à fait sincère. J'ai la fâcheuse habitude de lire les livres dont je parle, et j'en parle souvent à l'antenne, mais là, je ne l'ai pas lu. Donc, Loïc, lui, l'a lu. Je l'ai lu. Voilà. Oui, c'est un livre intitulé « Quand leurs ailes seront déployées », écrit par Vincent J. Potier, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et c'est un premier livre, un premier roman, voilà, puisque ce personnage, Gabriel Saint-Hilaire, est un personnage que vous avez créé, inventé, mais qui évolue quand même dans un contexte historique, et puis au milieu de personnages qui ont réellement existé. Je pense à Maryse Bastier et Claire Roman, des aviatrices qui est des héroïnes de la Seconde Guerre mondiale. Oui, effectivement. Alors, on connaît tous Saint-Exupéry, on connaît tous Mermoz, mais on a un peu oublié Maryse Bastier, Maryse Hills et même Claire Roman, dont je parle dans ce livre. Et j'ai vraiment voulu leur rendre hommage à ces aviatrices des années 30, qui étaient des icônes à cette époque-là. On l'a un peu oublié, mais elles faisaient la une des magazines. Et cette héroïne, donc, Gabrielle Saint-Hilaire, qui n'existe pas, donc je l'ai vraiment créée, qui a cette envie de devenir aviatrice et qui va rencontrer donc justement ses mentors, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais en tout cas ces femmes d'exception qui vont l'accompagner vers son destin. Voilà, Gabrielle Saint-Hilaire qui, toute petite, elle était déjà passionnée par l'aviation. Elle voulait en faire son métier, en fait. Et c'est son frère Gaston qui l'a encouragée. Oui, effectivement, son envie de devenir aviatrice est vraiment liée à sa famille, d'abord à son papa. Voilà, c'est avec des souvenirs assez ancrés dans l'enfance. Son papa qui la porte, voilà, comme s'il portait un avion. On est là au début des années, on est dans les années 10, les années 20 ici. Donc il y a très peu d'avions en fait à cette époque-là. À Jersey, encore moins, même s'il y a des premières lignes, des premières lignes aériennes qui existent, qui rallient donc Jersey et l'Angleterre. Il y a une course d'aviation dans les années 10 entre Saint-Malo et Saint-Hélier. Donc les pilotes partaient de Saint-Malo, allaient à Saint-Hélier. Alors il fallait un peu de ravitaillement. Donc ils se posaient comme ils pouvaient sur une plage. Il n'y avait pas d'aéroport à l'époque. Et tous les habitants venaient voir ces oiseaux de fer qui se posaient sur leur sable à cette époque-là. Et donc ils essayaient de repartir comme ils pouvaient pour aller finir leur course. Alors pour faire démarrer cette histoire à Jersey, vous avez un lien particulier avec cette île ? Écoutez, c'est, je pense, une rencontre, un coup de cœur que j'ai eu avec cette île. C'est vraiment au cours d'un voyage, il y a 3 ans. J'ai été fasciné à la fois par la nature, je dirais, et puis cette culture qui est singulière quand même. Là, on parle d'un héritage
un héritage normand qui remonte assez loin quand même, hein, dans l'histoire. Alors j'ai des origines normandes, peut-être qu'il y a eu un appel, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment les lieux qui m'ont d'abord inspiré. Voilà, et l'histoire, effectivement, démarre à Jersey, donc ça a dû nécessiter quand même quelques recherches, l'écriture de ce livre-là. Oui, effectivement, la recherche, elle est d'abord sur l'histoire de Jersey, qui a une histoire assez particulière, hein, à cette époque-là, donc dans les années... fin des années 30, l'île est en plein essor, il y a un grand essor économique, on peut parler de boom, hein, qui n'est pas sans difficulté d'ailleurs sur les infrastructures de l'île. Et donc l'aéroport, il sort de terre en 1937. Donc c'est pas un hasard si le livre commence à cette date-là. Pour faire ces recherches, effectivement, je me suis beaucoup appuyé de différents textes, à la fois des romans, des ouvrages, mais aussi d'un site internet. Alors, on a cette chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de documentation qui sont numérisées, et notamment un site qui s'appelle Géripédia, alors qui est un peu l'équivalent Wikipédia pour l'île de Jersey, et qui retrace cette histoire, et notamment on a la chance d'avoir beaucoup de photos. Et donc dans la documentation, autant j'ai pu creuser dans les journaux, hein, et on a accès aux journaux d'époque, et pour un écrivain, c'est une vraie mine d'informations, mais aussi à cette iconographie sur laquelle je m'appuie, et d'où certaines scènes ont été imaginées à partir de ces photos-là. Et est-ce que vous êtes tenté, le livre a eu un certain succès, le prix Femme Actuelle, et je l'imagine bien traduit en anglais, ou voire en jerseyais, en vieux normand, mais enfin ça c'est plus compliqué. À Jersey, il n'y en a plus beaucoup à le parler, mais quand même en anglais, il y a beaucoup de librairies à Saint-Hélier et à Jersey. Ça vous a pas titillé ? Alors, déjà, écrire en anglais, traduire, le français, c'est ma langue maternelle. Alors, le traduire, j'aimerais beaucoup, évidemment. Alors, je lance un appel. Hein. S'il y a des maisons d'édition anglophones qui nous écoutent, effectivement, je vais aller à Jersey présenter ce livre. Voilà, alors je parle en anglais, donc je n'ai pas de difficulté à le présenter en anglais. Et on verra. Ce qui est fascinant pour un auteur, c'est qu'on passe, en l'occurrence ici, quelques années à écrire ce livre, et après le livre quelque part il nous échappe, il vit sa propre vie. Les personnages, vous les appropriez vous-même en tant que lecteur, et peut-être vraiment ce serait une belle histoire qui puisse être traduit en anglais. Ça permettrait effectivement de le partager avec un public plus large, anglophone, déjà à Jersey, pourquoi pas en Angleterre, mais voilà, dans un premier temps, je serais vraiment heureux de pouvoir aller le présenter sur place à Saint-Hélier. Je reviens au personnage, là. On parle beaucoup de Gabrielle, hein, l'héroïne de ce livre, mais il y a son frère aussi, il y a son histoire en parallèle, hein, Gaston, là. Et une histoire qui nous donne beaucoup d'infos sur la période aussi. Oui, effectivement. Alors, c'est assez amusant parce que Gaston est le premier personnage que j'ai créé pour ce livre-là. C'est un personnage qui est journaliste. Donc il est chroniqueur, chroniqueur sportif. Ah là, voilà, pas d'avantage, pas mieux. Donc on est à la fin des années 30 où le sport prend également un essor dans ce qu'on pourrait appeler le professionnalisme du sport. Moi-même je suis passionné par le sport. Et Gaston, il est à un moment de sa vie où il se cherche un peu, il est quand même questionné par cette époque-là, la fin des années 30, qui est quand même à la fois une époque des possibles et une époque avec beaucoup de dangers. Alors, on connaît l'histoire, donc on sait comment ça va se passer. Mais lui est en 1937 et il s'interroge. Hein, il voit, par exemple, dans le livre, hein, le grand tableau de Picasso, Guernica, qui a été présenté à Paris cette année-là. Et donc, il s'interroge lui-même. Et voilà. Et finalement, c'est quelqu'un qui a une quête de vérité. Quelque part, il a envie de parler du monde qui l'entoure, au-delà des exploits sportifs. Il est prêt à prendre beaucoup de risques pour ça. Il est engagé, pas mal. Hein. Il est effectivement engagé, et il est engagé auprès de sa sœur. Voilà. Et j'ai voulu en faire aussi une histoire de famille assez forte, où Gaston va mettre son talent, son énergie de journaliste, pour faire en sorte que sa sœur réussisse dans son rêve. La suite dans ce livre, hein, quand les ailes seront déployées. Je voudrais bien qu'on parle quand même un tout petit peu de ce qui vous a amené à l'édition et la publication de ce livre-là.
Oui, alors effectivement, l'envie première, c'était d'écrire un roman. L'énergie, alors, pour écrire un roman, effectivement, il faut une énergie parce que on y passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Donc j'ai vraiment écrit ce livre pour mes filles, pour leur donner envie de croire en leurs rêves et de ne pas s'arrêter à des stéréotypes. Une fois qu'on a écrit une première version, bon voilà, on trouve que c'est pas mal, on le fait lire à droite à gauche, on se dit ah oui c'est pas mal, mais bon. Donc on le réécrit, on le réécrit plusieurs fois. Je pense que c'est ça le métier, le rôle d'écrivain, c'est de travailler, de retravailler son texte jusqu'à ce qu'on soit à peu près satisfait de soi. Et forcément, à un moment donné, on veut le partager. Bon, de prime abord, je voulais le partager avec ma famille, mais au bout d'un moment, forcément, le publier et le rendre accessible plus largement, c'est quelque chose qui vient nous titiller, évidemment. En tant qu'auteur, quelque part, on rêve d'avoir son livre publié dans ce format, dans ce grand format, et disponible en librairie, dans les rayons. C'est une grande fierté. Donc pour ça, j'ai eu la chance de réussir à un concours donc, qui est le prix Femme Actuelle. Le prix Femme Actuelle et les éditions du lauréat, hein, c'est ça, qui publie ce livre. Alors c'est un livre féministe, bien sûr, infiniment, et vous avez choisi, parce que vous aimez bien, l'un des compositeurs que je vénère absolument, Loïc aussi, qui est le plus misogyne qu'on puisse imaginer, et misanthrope aussi d'ailleurs, c'était Erik Satie, une suite de gymnopédie voilà, qui est absolument savoureuse. Mais c'est pas complètement hasard, hein, parce que chez le bailli de Saint-Hélier, on écoute, enfin vous faites écouter Satie à ce bailli. Oui. Eh ben, on l'écoute nous aussi. On l'écoute quelques maintenant. Notes de quelques ces notes de cette gymnopédie. Troisième gymnopédie. Merci et restez avec nous, Vincent, bien sûr. Cette suite de gymnopédie, la troisième, je crois, Erik Satie, qui était le choix de notre invité Vincent J. Potier. Par Alexandre Tarot, d'ailleurs. Hein, par Alexandre Tarot, il faut on va le parler nommer. De l'interprète. Alors, ce livre-là, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se l'arrachera sur les étals des bouquinistes de Rennes. Philippe Remond, rebonjour. Rebonjour. Alors, photographe de scène aussi, photographe de concert, hein, c'est l'une des activités de Philippe. C'est la passion, ça. Qui n'est pas des moindres. C'est pas le métier, c'est la passion. Non, mais c'est quand même... un domaine dans lequel vous exercez avec talent, et puis bouquiniste, parce que c'est vrai que les bouquinistes à Rennes, je parlais d'une institution, mais c'est un peu ça, c'est là où il en a le plus en France, enfin peut-être pas au regard à l'aune des quais parisiens quand Hidalgo est maire, mais... oui, et ça remonte à loin. J'ai déjà vu une carte postale qui montre des bouquinistes sur la place de Bretagne des années, je suppose, 1800, fin 19e. Mais oui, il y avait déjà des bouquinistes, entre chiffonniers et bouquinistes, mais il y en avait. Alors c'est marrant parce qu'on a longtemps dit, avant les années 70-80, que Rennes était une ville un peu d'une part de garnison, d'autre part administrative. Enfin, on ne s'amusait pas encore, il n'y avait pas encore les transmusicales, etc., etc. Et puis les facs, bien évidemment. On croyait Rennes une ville un peu sombre. En fait, il y avait quand même ce milieu de bouquinistes qui existait. Il y avait des boutiques qui existaient déjà. Maintenant, elles ont pratiquement toutes disparu, les boutiques de bouquinistes. Mais à l'époque, il y en avait au moins 4-5. Oui. Il y en avait une près de l'hôpital militaire qui est rue des Changes. Là. Il y en avait place Sainte-Anne, il y en avait une petite. Il y avait des boutiques de bouquinistes à Rennes. Alors, place Sainte-Anne, vous êtes combien à peu près ? Je suis passé ce matin, j'ai envoyé beaucoup qui s'installaient, c'était de très bonne heure. C'est combien à peu près ? Alors, on va dire il y a un vivier, si on peut dire comme ça, d'une vingtaine de bouquinistes. Ah oui. Donc, et qui sont spécialisés pour certains ou par exemple Philippe Remond, qu'est-ce qu'il propose ? Philippe Remond, il propose beaucoup de poches et des livres enfants. Sinon, il y en a d'autres qui proposent que de la bande dessinée, d'autres qui proposent que des livres anciens.
Et puis d'autres qui font des mélanges aussi. Il y en a qui... Voilà, c'est on a à peu près fait tout le spectre de ce qui peut se vendre. Et puis, oui, voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à faire ce métier maintenant de bouquiniste? C'est la passion du livre, c'est le partage, c'est... Le livre préféré, on va poser la même question à Vincent. Le livre préféré, oui, j'y ai réfléchi tout à l'heure, mais on n'a pas... Il y en a tellement, des livres préférés. Qu'est-ce qui m'a amené là? Moi, avant d'être sur cette place Sainte-Anne, moi, je faisais déjà des... Alors, c'était pas les marchés, ce qu'on appelait les conventions. Je vendais du disque et de la bande dessinée, et là, je faisais ça... depuis X années. Et au départ, j'ai quand même une formation dans l'imprimerie. J'ai fait des études pour travailler dans l'imprimerie, au fameux lycée Robidoux qui existait, qui existe toujours sous un autre nom maintenant. Oui. Et donc, voilà, moi j'ai toujours aimé la photo, parce que je m'étais spécialisé dans l'imprimerie, à travailler beaucoup au labo photo. Et puis les livres, j'ai toujours lu. Je crois qu'il y a toujours eu des livres dans la famille, et moi j'ai toujours lu. Et comment est-ce que vous vous approvisionnez en livres, là, justement? C'est là la grande question, le grand mystère. Eh ben, il y a les vide-greniers, et il y a surtout les gens qui viennent nous amener les livres directement. Les successions, les personnes qui se retrouvent avec une maison pleine de livres, les parents ont disparu, personne ne veut de ces livres-là, donc nous on intervient pour... essayer de... Pour les sauver. Pour les sauver, exactement, pour les sauver. Jeter un livre, c'est terrible, quoi. Oui, ça nous arrive d'en jeter. Ouais. On ne les jette pas, on les pose délicatement près de la place pour que les gens s'en servent, même s'ils ne s'en servent pas comme livre, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'en servent pour faire qui découpent, qui font les étudiants, ils lisent encore? Les étudiants lisent encore, J'avais pas remarqué quand je lis des SMS ou des slogans. J'avais pas remarqué. R2D2 vient de débarquer sur la place Sainte-Anne, il arrive de je ne sais quelle planète. Quel unique livre peut-il ramener dans sa soucoupe violente? R2D2. Oui, enfin, ou un autre, ou un petit homme vert. Quel est le livre qu'il faut lui vendre? C'est pas une devinette, c'est quel est le choix de Philippe Bremont, quoi. Oui. Je ne sais pas ce qu'on pourrait lui conseiller. Eh bien... un livre. Moi, je lis beaucoup de policiers. Alors, moi, je suis très spécialisé dans les livres policiers, donc je vais lui en conseiller un. Un des auteurs que je préfère actuellement, que je considère comme l'un des meilleurs auteurs de romans policiers français. Donc, c'est Olivier Norek. Donc, voilà, je ne sais pas, je lui conseillerais Entre deux mondes, qui est quand même qu'il faut lire une fois, qui est un livre sur l'immigration et sur les immigrants de Calais, qui est très très fort. Et ils se trouvent tous en poche maintenant, quasiment, les livres de Norek. Vincent, votre livre de chevet? Oui, alors le livre qui me plaît, qui me marque toujours, c'est L'amour au temps du choléra, Garcia Marquez. Voilà. Oui. Je trouve qu'il y a un souffle romanesque et puis un amour, en fait, qui dure toute une vie. Et je trouve ça très très beau. Alors, pendant ce temps-là, je suis certain que Aurore est en train de se demander quel livre va devoir... Elle s'attend à la question. Ouais. On va la retrouver dans un instant. On a encore 2 minutes pour y réfléchir. Merci à tous les deux. Bien sûr, vous restez avec nous. Et on va continuer à parler de livres. Et puis peut-être... d'art de l'amour aussi, que l'on trouve parfois dans les livres ou dans le théâtre, mais aussi sur les antennes de Radio Rennes. On se retrouve après un petit tour au bistrot, parce que quand même, quand on est au Victoria, ce serait difficile de ne pas faire un petit tour au bistrot, au petit bistrot même, avec Red Cardel. Les Quimpérois de Red Cardel avec ce petit Trégorois même, Jean-Pierre, plutôt oui, on va installer à Quimper. Oui, enfin nord, oui, Côte-Nord quand même. Bon, ça reste des Bretons, tout ça. Ça reste des Bretons. Ça reste des Bretons. On va parler de bien-être avec notre invitée à présent, Aurore Rosello. Bonjour. Bonjour. Alors, parce que vous êtes coach, vous allez nous dire un peu votre parcours, votre vécu, naturopathe également, il y a longtemps, mais vous commencez à sévir sur les antennes de Radio Rennes avec une émission consacrée au secret des couples heureux. Je ne sais pas s'il y en a qui sont malheureux ou heureux dans la salle, ou dans ceux et celles qui nous écoutent, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, soyez tout oui. Est-ce que vous êtes heureux, vous ?
Couple ou pas couple, vous êtes heureux? Oui, ça va, ils sont heureux. Ah, pas besoin? T'es heureux, toi? Ah oui, moi ça va, oui. Ah, moi, je suis heureux, je suis même Benaise, tiens. Aurore, c'est quoi un couple heureux? D'abord, comment ça se définit? Merci de me poser cette question, merci de m'accueillir ici, merci à Radio Rennes. Et en fait, chacun a sa définition du bonheur, donc chaque couple a sa définition d'être ou pas un couple heureux, mais j'ai eu envie en fait de mener une enquête. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arriver presque à 40 ans et je me suis pas encore retrouvée dans un couple où je me suis sentie pleinement épanouie. Donc je me suis dit, il doit bien y avoir des secrets, des choses que les gens partagent ou ne partagent pas. Donc c'est avec cette intention d'enquête, par curiosité d'abord, que j'ai eu envie de commencer cette émission. Alors on demande aux moins de 16 ans d'arrêter d'écouter maintenant, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas? Oui, et une enquête que vous menez auprès des deux en même temps ou séparément? Auprès des deux. Des deux du couple? Des deux couples. En fait, auprès de qui a envie de répondre à mes questions. Les hommes, les femmes, peu importe finalement qu'ils soient en couple ou pas, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur genre. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que derrière chaque personne, il y a un cœur qui bat. Et je pense que chaque être humain a cette aspiration en fait à être heureux en amour. Et on livre facilement des secrets comme ça? Je suis très surprise de voir que les gens s'ouvrent très facilement et je suis très surprise de voir que les hommes s'ouvrent énormément. Donc dès qu'on commence à ouvrir le sujet de l'amour, je suis très... Ah oui? Non, ça m'étonne pas. Non, réellement, je n'ironise pas, ça m'étonne pas. Ouais. Moi, je suis très agréablement surprise de voir qu'effectivement, ils ont beaucoup de choses à confier, beaucoup de choses à partager. Alors, quand vous dites que vous lancez une enquête, de là à devenir coach et à conseiller, on passe comment le côté professionnel? Bon, alors, comme on est juste entre nous, je vais vous raconter quand même le moteur, peut-être. Il y a 2-3 ans, j'ai eu un chagrin d'amour. Et donc, en pleine balade, en forêt, j'étais remplie d'émotions et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est tellement important l'amour et c'est tellement important à mon sens, d'être en couple, en tout cas d'être heureux, de trouver une forme de bonheur. J'ai envie de faire quelque chose. Une fois que je serai sortie de cette tristesse, j'ai envie de pouvoir contribuer à faire quelque chose et j'étais déjà accompagnante. Donc j'étais déjà coach, formatrice, mais plutôt dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc communication, marketing, etc. Et je me suis dit à un moment donné, je vais en faire quelque chose et je vais switcher et je vais me dédier à contribuer à faire circuler l'amour. Celui qui rencontre plein de lecteurs et de lectrices et qui viennent acheter des livres parfois d'amour, est-ce qu'on se confie quelquefois comme ça à un libraire comme tout à l'heure Lydia Latour ou un bouquiniste, on dit j'ai un chagrin d'amour, qu'est-ce que vous me conseillez à lire? Ça peut arriver, ça? C'est jamais arrivé. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, oui. Non, les gens se confient pas trop. Se confient pas tellement? Non. Et le secret pour vous, Vincent? Le secret du bien-être amoureux? Du bien-être amoureux, il faut se parler. Il faut se parler et on grandit ensemble. Forcément, on change les uns les autres et on change ensemble. Donc il faut continuer à se parler. Il faut se parler. Est-ce qu'il faut tout dire, tiens? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut? Est-ce qu'il y a des obligations? Je ne sais pas. Tout dire, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est clair qu'un des ingrédients importants, c'est la communication. La communication ou la sincérité? Quelle différence vous marquez entre les deux? Parlez-en en politique. Mais là, on ne parle pas de politique, on parle d'amour. Est-ce qu'il y a des réponses surprenantes parfois? Des réponses surprenantes quand on commence à parler d'amour avec les gens. Je suis vraiment surprise du degré d'intimité en fait que livrent les gens. Par exemple, là, j'ai eu le plaisir d'aller randonner en Italie là il y a quelques jours et j'ai croisé un randonneur et je ne sais pas comment le sujet est venu, mais il est venu et très vite il a parlé de sa peur de la routine, de sa déception de finalement toujours terminer les relations sous forme d'amitié, de se lasser, etc. Donc c'est toujours le degré d'intimité en fait qui m'étonne et la rapidité avec laquelle le degré d'intimité arrive quand je peux poser quelques questions. Dans le livre de Vincent, Gabrielle est en recherche aussi d'amour là, et ça met du temps quand même, non? Gabrielle est en recherche et elle refuse qu'on lui impose. Voilà, il y a quelques scènes, je pense un peu épicées, où elle est confrontée justement à ce stéréotype et au rôle qu'on veut lui faire endosser. Et donc,
Effectivement, l'amour va quelque part lui tomber dessus, mais avec quelqu'un qui va la comprendre et la respecter. Est-ce que quand vous étiez toute petite, Aurore, vous écoutiez Allô Macha au cœur de la nuit? Si ça se trouve, vous ne savez même pas de quoi je parle. Ouais, il faut que j'écoute pour savoir. Oh non, c'était au siècle dernier. Il faut aller sur le site de l'INA, je pense. Il faut aller sur le site de l'INA, absolument. Oui, peut-être pas vous, mais Philippe, oui, je connais. Oui, hein. J'écoutais pas. Moi non plus, je dormais, je cuvais à ce heure-là. En quoi consiste cette émission qu'on retrouve sur Radio Rennes, donc Les Secrets des couples heureux? On y trouve quoi? On y trouvera quoi? Alors moi, je vais faire quelques émissions de contenu où je vais apporter des réponses ou un regard, en tout cas, par rapport à des préoccupations, comme est-ce qu'on peut trouver la bonne personne? Est-ce qu'il y a vraiment la bonne personne? Est-ce que la bonne personne existe? Et puis, j'ai très envie de faire des interviews, donc d'interroger des personnes, des couples, mais aussi des personnes qui travaillent dans le milieu de l'amour de manière générale, des accompagnants, des personnes qui côtoient régulièrement des moments comme les mariages ou des renouvellements de vœux, a envie aussi d'interviewer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des personnes qui, je pense, comme la plupart des gens, ont envie. Marc Dorcel. Par exemple. En fait, le champ peut être très très large. C'est ça qui est, je trouve, fascinant avec l'amour, c'est que ça peut concerner tout le monde. Et que tout le monde en a son idée, son image. Mais il y a l'amour filial, l'amour maternel aussi, ce sont des sujets qui seront abordés? Là, j'ai vraiment choisi de travailler avec les couples, de parler des couples. Mais quand on commence à parler d'amour en termes de relations sentimentales, l'amour filial et toutes les sortes d'amour, que ça soit sur le plan amical, professionnel, familial ou quoi, arrivent nécessairement. En fait, le cœur s'ouvre. Donc, on a envie d'en parler aussi. Est-ce que des moines vous appellent? Non, pas encore, mais j'y ai pensé. J'ai pensé à parler d'amour justement avec des personnes. Oui. Ouais. Les moines, plus que les prêtres d'ailleurs, plus que le clergé séculier. Non, mais c'est vrai, ça pourrait être une piste intéressante. Oui. Les secrets des couples heureux, en tout cas, c'est le nom de cette émission d'Aurore Rosello. Et vous avez toujours votre activité de coach, justement. Oui, je travaille aussi. D'accord. Oui. Okay. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, vous recevez les gens pour ça. Quoi. Oui, tout à fait. Le secret des couples heureux, ça ferait aussi un beau titre de livre, non? Oui. Peut-être qu'il est déjà en gestation. Oui. Ah bah voilà. Une fois que les enquêtes auront avancé. J'aimerais beaucoup. Un éditeur. J'aimerais beaucoup. On connaît des éditeurs, et des bouquinistes. Aussi. Selon que le livre a énormément de succès, trop vendu, etc. Eh bien, vous restez avec nous, bien sûr, tous les trois. On va écouter. J'ai cherché quelque chose qui puisse correspondre un peu à votre émission. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement de bon goût, mais c'est rigolo. En tout cas, ça s'appelle Picon mon amour, que je dédie à tous mes patrons de bistrot préférés. Et puis, ça s'appelle L'annuaire amoureux. Vous restez avec nous. On écoute L'annuaire amoureux. Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est tout le temps et pour toujours. Est-ce là que l'on attend quand on est des amants dépendants? Oh, c'est quoi pour toi l'amour? C'est des regards en coin secret. Est-ce qu'on se condamne à ça quand on n'ose pas faire le premier pas? Picon mon amour, l'annuaire amoureux, c'est sympa, non, Aurore? J'ai beaucoup aimé le rythme. Ah, c'est pas mal. Elle n'a pas parlé des paroles. Phil, qui est revenu au micro, nous dit que effectivement, c'est un groupe qui tourne pas mal. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard, qui font pas mal de festivals. Vincent J. Potier, nom d'auteur, hein, c'est important de ne pas oublier le J, est toujours avec nous, Aurore Rosello également. Et puis, Phil est de retour, tandis que Philippe Remond, lui, est parti récupérer son appareil photo avec Jérôme Pelletan, qui est aux photos également. Phil, on va continuer à parler de cet album. On l'a évoqué hier, sur le fait qu'il est maturé pendant un certain temps. On parlait de Loïc Lantoine, des amis que tu as rencontrés, etc. Comment il se crée l'album quand on se dit tiens, ça va être minimaliste, donc on évoquait cette épure. Est-ce qu'il y a eu la tentation, justement, parce que tu as joué avec beaucoup de gens, de s'entourer de tous les amis musiciens, ou pas du tout? Pas du tout. Non, pour un premier album, j'avais envie un premier album solo, j'avais envie d'un truc
pas un album d'invité en fait. Ça pourrait venir après, mais j'avais vraiment envie. Enfin, il y a un copain qui est venu quand même. Oui, un petit peu discrètement. Ouais, qui est venu jouer, faire des trompettes. J'avais envie de trompettes aussi sur 2-3 morceaux. Mais non, ça s'est fait, je sais pas comment dire, un peu naturellement quoi. En fait, hein. Ça s'est construit vraiment petit à petit quoi. Je me suis aperçu à un moment donné que j'avais de quoi faire un album en fait. J'avais pas percuté sur le truc. Enfin, peu d'invités, effectivement, mais quand même, quand on regarde le casting, fil, guitare, basse, clavier, il y a quand même pas mal de choses. Oui, parce que je suis parti... En fait, l'album, on est parti des maquettes que j'avais faites chez moi. Et donc, oui, j'ai joué un peu de tout, quoi. Mais après, il y a Romain Baousson aussi, avec qui on a réalisé l'album, qui a fait le mix. Il a rajouté des batteries dessus, et puis il y a il y a des surprises dans le disque, quoi, je sais pas. Oui, on voit un violon, par exemple. Oui. Alors le violon, c'est... Et le patronyme me dit quelque chose. Oui, en fait, Olympe, c'est une de mes filles, en fait, qui joue du violon, effectivement, et qui est venue jouer sur un des morceaux que je... En fait, ce morceau qui s'appelle « Toujours », je l'ai coécrit avec la femme qui partage ma vie. Voilà, et elle chante aussi avec moi en duo. Enfin, c'est une forme de duo, quoi, on va dire. Ouais. Ah bah, comme je t'ai dit hier que c'était l'une de mes chansons préférées de l'album, ça tombe assez bien. La chanson que tu as interprétée hier, Mémé, c'était une belle chanson aussi. On sent qu'il n'y a pas d'ironie là. C'est dédié à une grand-mère. Je dis une parce qu'a priori on en a souvent deux, mais où on en a connu deux. Pour ma part, j'en avais qu'une, la mère aussi de mon père, et en fait, c'est un peu comme Mélanie, la chef de Victoria. Ouais. Moi, je viens aussi de la campagne, en fait. Hein. Mes parents étaient agriculteurs, et ma grand-mère est restée chez mes parents très longtemps. En fait, elle avait une partie de la maison que nous occupions nous quand on était petit, elle avait la grande partie, puis ça s'est inversé. Et elle comptait, je m'en suis aperçu, enfin, un peu sur le tard, qu'elle comptait beaucoup, ma grand-mère. Enfin, quand j'étais jeune, c'était pas... Quand on est ado, c'est la grand-mère, quoi. Mais voilà, et elle est morte à 104 ans. Ouais. Elle est restée chez mes parents jusqu'à... Elle est rentrée en maison de retraite, elle avait 101 ans, je crois. Parce que mes parents ne pouvaient plus s'en occuper, quoi. Et ce texte, c'est un texte hommage à ma grand-mère qui a toujours... je sais pas comment dire... Elle avait un bon sens vraiment exceptionnel, toute sa tête jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'une fois, je crois que c'était vers les 100 ans, elle m'avait dit cette phrase, tu sais, en me souriant comme ça, Eric, tu sais, il y a 10 ans de trop. 10 ans de trop. Ouais. Et c'était... C'est une belle phrase. Oui, c'est une belle phrase. Et puis, c'est vrai que là, alors, passer 100 ans, c'est quand même un cap. C'est bien. Cet album, il est garanti sans IA. Oui. Sans intelligence artificielle. Je ne dis pas que les autres, y a de l'IA. Mais... Non, pas du tout. En tout cas, celui-là l'est. Oui. Ça commence à devenir dramatique. Le temps que tu te lèves et que tu ailles vers ton micro et vers ta guitare et nous interpréter un autre morceau, on va écouter ceci. Écoutez bien les paroles. Il y a des rires dans les couloirs à l'hôtel Victoria ce soir. On cause de ci, on cause de ça dans les salons du Victoria. Un micro brille dans la lumière, les voix s'envolent dans l'atmosphère. On cause de livres, on cause de rire dans les salons du Victoria. Radio Rennes, oh quelle scène, jazz, chanson, un brin bohème. On danse, on rêve, on se promène sur les ondes de Radio Rennes. Oui, Radio Rennes, belle rengaine, ton sourire sonne, ton âme fredonne à la musique, à la vie pleine de tous les cœurs bretons qui t'aiment.
Alors voilà la chanson du 17 octobre, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Pour l'écrire, j'ai mis exactement 4 secondes. C'est-à-dire que j'ai donné quelques mots à une intelligence artificielle et j'ai été sur un autre site demander une musique un peu swing, un peu variété jazz et ça m'a pris à peu près 11 secondes là. Donc c'est une chanson qui m'a coûté 15 secondes de mon temps et à peu près 8 € par mois d'abonnement. C'est aussi déprimant que fascinant. Phil, comment tu réagis à ce genre de choses ? C'est terrifiant quand même. Oui, je ne sais pas quoi dire. Ouais. Tout le monde parle d'outils, effectivement, c'est un outil, mais... Enfin, je sais pas. Effectivement, on peut l'utiliser sur certains trucs, mais de là à demander à l'IA de tout faire et puis de être dans une chaise longue en train de boire un petit cocktail et puis après juste signer le truc, je sais pas, ça me... Ah bah c'est aussi déprimant que fascinant, je crois. Oui, voilà, c'est déprimant et fascinant à la fois, et puis après, c'est, je sais pas, vers où personne ne sait vers où on va, mais après, la place de l'humain là-dedans, où est-ce qu'elle va être en fait ? C'est-à-dire finalement, peut-être qu'au bout d'un moment, on n'aura plus besoin d'apprendre quelque part, plus besoin de se renseigner. C'est ça le pire. Ouais. C'est de la création, là, en plus. C'est vraiment de la création. Mais après, il y aura, je crois, toujours des poches de résistance, en fait. Comme quand il y a la guerre, enfin, je dis pas qu'on est en guerre contre l'IA, c'est pas ça, mais... Espérons-le, en tout cas, qu'il y aura cette résistance. En tout cas, là, c'est en vrai, c'est en live, il en est l'auteur et le compositeur. Phil, c'est quand tu veux. Ok, alors je peux juste dire un petit mot ? Oui, c'est... la chanson s'appelle « J'aime ». Et c'est le titre de l'album, voilà, c'est celle qui ouvre l'album. C'est tout ce que je voulais dire. Je marche sur la terre, je cours dans ma vie. Je peux boire la mer si le cœur m'en dit. Je n'ai rien d'autre à faire, je viens d'où je suis. J'aime l'endroit, l'envers, le plein, le vide aussi. Les choses de travers, les moments passés. Ici, je finis toujours mon verre, vide, je le remplis. Beaucoup de gens sur terre, j'ai très peu d'amis. Je veux toujours bien faire, jamais ce n'est fini. Oui, j'aime l'endroit, l'envers, le plein, le vide aussi. Les choses de travers, les moments passés, ici. L'endroit à l'envers, le plein, le vide aussi. Les choses de travers, les moments passés. Ici, avoir les pieds sur terre et du cœur dans la vie. Ne pas laisser faire, ne pas toujours dire oui. Ne pas faire l'inventaire, être présent aujourd'hui. J'aime l'endroit à l'envers, le plein, le vide aussi.
les choses de travers, les moments passés, ici, ici. Les pas derrière moi s'effacent, le présent c'est ici. L'avenir me dépasse et je lui souris. Je regarde en face, je sais qui je suis. Oh, j'aime l'endroit, l'envers, le plein, le vide aussi. Les choses de travers, les moments passés, ici, ici. Merci beaucoup Phil, j'aime, c'est le titre de l'album et c'est la chanson que l'on vient d'écouter. Merci à Philippe Bremont, à Aurore Rosello, à Vincent J. Potier, à Gabriel Aubert et à toute l'équipe de Radio Rennes, bien sûr, à mon petit camarade Loïc. On se retrouve dans un trimestre. Autour de cette table ronde, oui. Autour de cette table ronde, oui, on est bien. Et puis on y mange bien d'ailleurs, hein. On va y revenir. Merci à toute l'équipe du Victoria de nous avoir accueillis ici. Et on va y rester, parce que ce que vous ne savez pas, vous qui nous entendez, vous qui nous écoutez même parfois, c'est qu'après, il y a l'after, comme on dit. Et ça, l'after, il nous faut bien 3 mois avant de revenir pour récupérer. Merci au public aussi. Vous pouvez applaudir, comme ça on croit qu'on est en public. Merci, à bientôt. Ailleurs.